Bonjour à tous. Le thème que l'on va regarder là tout de suite, c'est l'âge des robots, âge d'or. Et la première question qui vient, c'est pourquoi parler d'un âge des robots? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Bruno Bonnell parle de robolution, contraction de robot et de révolution? Pourquoi on a nous-mêmes avec quelques amis forgé le terme de robot numérique? Tout simplement parce qu'une révolution, c'est quand il y a plusieurs évolutions, plusieurs innovations technologiques qui se rencontrent en même temps pour faire un véritable saut dans la technologie. Et là, aujourd'hui, c'est le cas avec la robot numérique. En fait, la robot numérique, c'est la rencontre de la tête et du corps. Le corps, c'est que les robots sont en train de se redresser, d'apprendre à marcher. Et ils le font en 30, 40, 50 ans, quand nous, il nous a fallu 300 000 ans pour passer du quadripède au bipède. Et donc, c'est des évolutions spectaculaires sur la mécanique, sur la microélectronique, sur différents matériaux composites. Et ça se conjugue avec l'accroissement de l'intelligence du robot. Et donc c'est pareil, c'est le robot qui en fait va gagner des points de QI. Et là où il a fallu pour l'être humain plusieurs millions d'années pour gagner laborieusement quelques points de QI, le robot il est en train de les gagner très rapidement. Il est en train de les gagner très rapidement et il va même peut-être aller au-delà de là où nous sommes. Et cette révolution robotique aujourd'hui, en fait, elle nous fait peur. Elle fait peur et il n'y a pas une journée, il n'y a pas une revue de presse sans une alerte sur la fin de l'emploi, sur la fin du travail, sur le fait que les robots vont tous nous mettre au chômage. Et donc on voit des chiffres surgir. La moitié des emplois disparaîtraient d'ici 2050, 3 millions d'emplois seraient détruits en France d'ici 2025, un taux de chômage de 18%. Et donc cette peur, elle a plusieurs explications, elle a plusieurs fondements, mais est-ce qu'elle est justifiée? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui fait sens? Est-ce que la révolution des robots va tous nous mettre au chômage? Ou est-ce qu'elle annonce un nouvel âge d'or? Très clairement, il faut savoir que la robotique, la révolution robotique telle qu'elle est construite aujourd'hui, telle qu'elle se déploie dans l'économie, elle est en train de toucher tous les secteurs. Là où auparavant, il faut savoir que le premier robot, au sens vraiment de la machine robot, a été déployé dans l'industrie. En 1961, il y a un premier robot qui a été installé chez General Motors. Et depuis, la robotique en fait, se diffuse petit à petit dans énormément de secteurs de l'économie. Et aujourd'hui, on la voit de partout. Et c'est ainsi qu'on est passé des fameux robots industriels qui avaient des robots qui avaient un lien physique avec leur environnement, donc qui pouvaient changer leur environnement, qui avaient une mobilité, à des robots qui sont en fait seulement des logiciels, aujourd'hui des algorithmes. Et c'est ainsi qu'on parle de robots de trading, qu'on parle de robots journalistes, et donc ainsi de suite, de robots de comptabilité, de robots de droit. Et donc on est passé de la robot numérique purement industrielle à une robot numérique de service aux professionnels qui est en train de toucher différents secteurs, et bientôt à une robot numérique au service des particuliers, donc à domicile. Et effectivement, il y a un très grand nombre de secteurs et de domaines qui vont être bouleversés. Très concrètement, on a des analyses précises sur le domaine. Et on sait par exemple que le secteur des transports va être complètement bouleversé le jour où on aura une voiture autonome. Une voiture autonome peut être considérée comme un objet robotique. On sait que le secteur, par exemple, de la presse, on en parlait à l'instant avec la start-up d'avant, qui est déjà largement touchée, sera d'autant plus concerné par le fait qu'il y a des robots journalistes. Donc ils commencent à écrire des brèves de presse. Et il y a de nombreux exemples. Dans les fast-foods aux États-Unis, il y a une vraie réflexion qui est en train de se lancer sur le fait que la fabrication d'un hamburger peut être largement automatisée par un robot cuisinier. Et donc, on est en train d'évoluer dans cette direction-là. Et donc, tous ces emplois, c'est vrai que ces emplois, on ne peut pas dire qu'ils vont survivre. Clairement, ils vont être bougés, ils vont être menacés. Et donc, les hypothèses que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la moitié des emplois qui seraient détruits d'ici 2050, sont assez avérées. Clairement, on ne peut pas dire le contraire. Elles sont plutôt justes. Elles sont plutôt justes, mais au final, la moitié des emplois détruits en 20, 30 ans, est-ce que c'est si grave? Ben non. On l'a déjà vécu entre 1970 et 2000, la moitié des emplois en France ont disparu. Ça s'appelle la tertiarisation. C'est-à-dire qu'il y a des emplois qui étaient dans l'industrie qui sont passés dans le service. Et on s'en est à peu près sorti. La vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut faire la même chose avec les robots? Est-ce qu'il y a de nouveaux emplois qui nous attendent ou est-ce qu'on est sur la fin du déversement? Est-ce que la destruction d'emplois va être si rapide que les créations d'emplois en face ne vont pas pouvoir suivre? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, on est sur un nouvel âge d'or que nous offre la robotique. On est sur un nouvel âge d'or parce qu'il y a de nouvelles compétences qui vont être mises en valeur, de nouvelles compétences qui vont émerger. Et ces nouvelles compétences, elles sont au nombre de 3. On a effectivement le premier type de compétences qui va rester, sur lesquelles les robots ont de peu de chances de nous remplacer, c'est les compétences de créativité. Effectivement, il faut déjà les penser, ces robots, il faut déjà les entretenir,
il faut penser à leurs usages et autres. Donc il y a tout un ensemble d'emplois de créativité qui vont rester importants. Le second point, c'est la dextérité. Les robots peuvent progresser, peuvent avancer en termes de précision, en termes d'efficacité. Il n'empêche que même derrière un robot médecin, il y a un médecin. Aujourd'hui, derrière une machine comme celle que vous voyez au milieu, il y a un médecin derrière qui est capable de faire bouger les lignes et de faire bouger les outils. Et le troisième type d'emploi, et c'est ceux que je pense que nos grands apôtres de la technologie et de la Silicon Valley oublient, parce qu'ils sont peut-être un peu trop geeks et parfois un peu trop, ils valorisent peut-être pas assez le contact humain, c'est tous les emplois de la relation de service, tous les emplois de l'empathie, tous les emplois qui vont être du service entre les particuliers. Et c'est ainsi que on sait que les métiers, par exemple, liés au commerce, ne vont pas disparaître. C'est une certitude. On l'avait déjà promis et on sait que ce n'est pas le cas. On sait que ces métiers survivent. Et on voit dans beaucoup de sociétés, même au Japon, une société qui pourrait sembler très robotisée, eh ben, les robots qu'on vient d'introduire on vient d'introduire 1000 robots dans les Nescafé, dans les boutiques Nespresso. Et ces robots qu'on vient d'introduire, ils ne remplacent pas des vendeurs. Ils viennent en complément du vendeur. Et donc, je pense que ces métiers de la relation de service vont prendre de plus en plus d'importance et vont vraiment venir au surplus de ces nouveaux métiers qui seront remplacés. La vraie question derrière, c'est comment surmonter l'acceptabilité sociale. Comment on fait en sorte que les gens qui ont peur de perdre leur emploi, qui ont peur de voir cette technologie qui va devenir très, très bouleversante, qui va bouleverser et les usages et l'organisation du travail, comment on fait pour essayer de faciliter le passage à une société robotisée? La vraie question, c'est que, comme toute logique économique, quand un robot est installé, il crée des gains de productivité. Et les gains de productivité, il faut pouvoir les prendre, il faut pouvoir en capter une partie, il faut pouvoir les redistribuer. C'est le boulot de la fiscalité en temps normal. Et aujourd'hui, il n'est clairement pas prévu. On a une fiscalité qui est très ancienne, qui a été fondée à une époque où c'est les êtres humains, les individus qui travaillaient et non pas les robots. Et donc la question qui se pose, c'est comment on réinvente une fiscalité, comment on réinvente un mode de prélèvement de la plus-value pour qu'ensuite elle puisse être au moins partiellement distribuée, au moins partiellement compenser les perdants de la robotisation. Et ça, c'est une vraie question. C'est une question qu'on n'aborde pas du tout. On nous parle de l'impôt comme si on va faire des ajustements à la marge. On nous parle de réformer une tranche parmi 7 tranches. On nous parle de supprimer tel type d'impôt. Mais on n'est pas du tout sur la vraie conception d'un nouvel impôt qui permettrait de répondre à la peur des citoyens qui vont perdre leur emploi et qui permettrait de compenser les perdants. Et donc je pense que la vraie question, elle va être dans ce domaine-là. Est-ce que ça prendra la forme d'un grand impôt sur les robots qui viendrait après en surplus d'un revenu universel, peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce vers quoi devraient s'orienter nos politiques, c'est pouvoir créer ce grand impôt robotique afin de faire passer la société dans un vrai âge d'or de la robotique. Voilà. Merci à vous.